Alors, je vais utiliser à la fois logiciel libre et open source, mais j'espère qu'on m'en voudrait pas. Donc, comme l'évoquait tout à l'heure Patrick, je suis juriste de formation spécialisé sur la propriété intellectuelle et plus spécifiquement la manière dont la propriété intellectuelle peut être utilisée de telle façon à permettre une collaboration entre une multitude d'acteurs. Évidemment, le logiciel libre, l'open source, l'open data sont la meilleure façon de traduire cette volonté d'utiliser la propriété intellectuelle pour favoriser la collaboration. Le droit, dans ce contexte-là, c'est l'instrument, c'est un moyen qui va assurer la confiance entre tous les acteurs. Je passe très rapidement, mais c'est bien de remettre le contexte aussi. Dans les années 60, le logiciel informatique, c'était ça. La part de valeur du logiciel au regard du matériel qui était acheté n'avait rien à voir. Sur le logiciel n'avait pas de valeur en tant que tel. C'est uniquement dans les années 80 que le logiciel a commencé à acquérir une certaine valeur, et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de protéger le logiciel par un droit spécifique, par un droit de propriété intellectuelle. Et c'est dans ces années-là, 76, 80, 84 en France, que le logiciel a été reconnu comme une œuvre. Et à ce titre-là, donc une œuvre, c'est un droit de propriété intellectuelle. L'auteur de l'œuvre peut exclure toute autre personne de la jouissance de l'utilisation de ce qu'il a créé. Donc ça, c'est tout récent, finalement. Ça fait, j'allais dire 10 ans, 20 ans, non, ça fait bientôt 40 ans, mais c'est quand même quelque chose qui est particulièrement récent. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on a fait ce premier constat, c'est que finalement, c'est dans les mêmes années que le logiciel libre est né. C'est en même temps qu'il y a eu la consécration d'un monopole sur ce que les auteurs produisaient, que ces mêmes auteurs, ces développeurs se sont dit, finalement, ce monopole, moi, je vais l'utiliser non pas pour empêcher les autres de réutiliser ce que j'ai fait, mais je vais l'utiliser de telle sorte à ce que lorsqu'ils créent, à partir de ce que moi-même j'ai pu créer, ils le fassent dans un esprit de partage et de collaboration. Et je veux être sûr, là encore une fois, c'est Richard Stallman, c'est vrai que c'est le personnage qui a le plus formaté et défini ce qu'on va appeler un logiciel libre aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui est encore très présent sur ces sujets. Richard Stallman, juste pour raconter une anecdote qui me paraît particulièrement intéressante, donc c'était lui-même un développeur tout à fait, un grand développeur, à l'origine d'un certain nombre de projets qui sont toujours utilisés. À l'époque, il avait partagé son logiciel auprès d'autres de ses pairs, donc d'autres développeurs qui, pour certains, s'étaient dit oui, effectivement, on va investir sur ce projet, on va le porter sur un nouvel environnement. Plus tard, il a un confrère, en tout cas un autre universitaire, qui vient le voir en lui disant super, ça fait 2 ans qu'on travaille sur la base d'Emacs. Et merci beaucoup, encore une fois, pour ta contribution sous licence libre du projet. On a, à mon avis, quelque chose qui maintenant peut nous permettre de gagner de l'argent. On va créer une société, on te propose de t'associer à nous. On va faire plein d'argent ensemble. C'est le discours qui a particulièrement déplu à Richard Stallman. Il s'est, à l'époque, isolé autour du projet. Il a redéveloppé tout ce que le précédent universitaire avait développé, et il l'a mis de nouveau sous licence libre open source, en disant jamais, plus jamais, quelqu'un reprendra ce que j'ai fait et pourra se l'approprier à mon insu. Donc c'est notamment ces différentes idées que sont celles du logiciel libre, et j'en reparlerai du copyleft, qu'on retrouve aujourd'hui utilisé aussi par des acteurs industriels. Définition du logiciel libre, j'y reviens pas, c'est ce qui a été évoqué à l'instant par Patrick Moreau. Peut-être simplement pour redéfinir aussi en parallèle ce qu'est l'open source. L'open source, c'est un concept qui a été formalisé plus tard, donc dans les années 2000 quasiment, lorsque Firefox, Netscape à l'époque, s'est émancipé de la société qui l'avait vu naître, et avec cette idée que finalement, il y avait une manière de développer le logiciel autre que celle qu'on avait pu, qui avait vu l'émergence d'un certain nombre de logiciels commerciaux. Et cette manière de développer des logiciels qui étaient des logiciels professionnels, c'était ce mode ouvert, cet open source, qui elle-même reposait sur l'utilisation de licences qui étaient dites des licences open source parce qu'elles respectaient les 10 critères de l'open source initiative. Donc ça, c'est le concept de l'open source initiative qui a été créé en 98 à l'époque pour le lancement de Firefox. Aujourd'hui, alors peut-être que là, on se rejoindra pas tout à fait avec Laurent, mais logiciel libre open source, pour ce qui me concerne, c'est 2 termes que j'associe très facilement en rappelant les avantages et les inconvénients des 2 écoles, mais de fait, que vous parliez à l'échelle européenne, que vous parliez vis-à-vis des acteurs américains ou asiatiques, on va très fréquemment parler d'open source ou de logiciel libre sans vraiment faire de distinguo. D'un point de vue purement juridique, puisque c'est pour ça que je suis là, les licences qui sont dites des licences open source sont des licences qui répondent aux 10 critères de l'open source initiative. La définition de l'open source initiative est faite pour ça. Lorsqu'ensuite on va parler de licence libre, c'est par analogie, parce qu'effectivement les deux sont particulièrement proches. La licence libre, ça va être la licence qui permet de respecter, en tout cas d'apporter à l'utilisateur, les différentes libertés que caractérise le logiciel libre,
qu'a évoqué tout à l'heure Patrick Moreau, mais concrètement, si on veut vérifier point par point si la licence est une licence conforme à cette définition, on va aller vérifier la définition de l'open source définition. Ça, alors qui dans la salle a déjà lu une licence? Alors c'est agréable de venir partager des réflexions comme ça à l'INRIA. Donc j'ai pas autant de résultats positifs suivant là où je pose cette même question. Cette licence, c'est une licence qu'on voit particulièrement souvent, c'est une BSD 3 clauses. Mais c'est un bon exemple de la manière dont fonctionnent finalement les licences libres open source. C'est-à-dire que tout en haut, vous avez un rappel de la titularité des droits. Moi, en tant qu'auteur, je suis titulaire de droit sur ce que j'ai développé. Et parce que je suis titulaire de droit, je choisis de vous partager ce que j'ai créé sous les termes de cette licence. Et cette licence, c'est, et vous voyez le premier paragraphe, d'une part, je vous partage les différents droits de propriété intellectuelle, et d'autre part, donc des droits, et d'autre part des obligations, qui sont soit des obligations de faire, soit des obligations de ne pas faire. Donc de faire, c'est fournir, là ça doit être garder les mentions légales dans le code source telles qu'elles sont actuellement, ou si vous distribuez en binaire, les associer, les reproduire dans la documentation. L'obligation passive, c'est de ne pas faire, c'est de ne pas utiliser le nom du contributeur pour faire la promotion du produit. Et là, ce que vous retrouvez dans les licences libres open source que vous avez dans les licences commerciales propriétaires aussi, c'est une exclusion de garantie de responsabilité, de telle sorte que lorsque vous partagez votre logiciel sous une licence, sous ce type de licence, on ne vienne pas vous reprocher ensuite que finalement le logiciel plante et que vous n'ayez pas pu bosser une journée, voire un mois entier à cause de ce bug. Alors je vais un peu vite parce qu'on m'a dit juste un quart d'heure, mais peut-être que je vais trop vite. Il y aura plus de temps pour les questions. J'ai commencé par cette notion copyleft parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très proche de l'esprit du logiciel libre, consubstantiel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans le logiciel libre ces deux écoles, celle de je partage de telle sorte à ce que n'importe qui puisse créer par-dessus ce que j'ai créé, et la licence BSD qu'on a vue juste avant, de Berkeley, c'est une licence qui est vraiment dans cette idée, une licence très permissive, qui impose des contraintes qui finalement sont peu importantes et qui, de fait, permet à énormément d'acteurs commerciaux de pouvoir réutiliser des logiciels sous licence BSD dans leur propre logiciel. Vous utilisez un Mac, vous utilisez un poste sous Windows, vous êtes certain, ou même un Android, vous avez énormément de composants utilisés par ces systèmes-là qui sont des composants sous ces licences permissives, que ce soit de l'Apache, BSD, MIT et consorts. Licence copyleft, c'est un peu plus compliqué à manipuler. C'est des licences qui vont dire, elles font partie je verse dans un pot commun tout ce que j'ai créé, donc je vous permets de la même façon de réutiliser tous les logiciels comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser, vous pouvez adapter, améliorer, redistribuer, améliorer, adapter ou pas mon logiciel. Mais dans les obligations, dans les contraintes associées, dans les conditions associées à la réutilisation, il y a cette idée de partage à l'identique. Donc si jamais vous améliorez ce que moi-même j'ai créé, c'est le cas de Richard Stallman que j'ai évoqué tout à l'heure, alors vous devez reverser exactement selon les mêmes termes. Donc il y a cette idée finalement que au plus il y a d'auteurs qui viennent contribuer à un projet qui est sous une licence de ce type-là, finalement, au moins, ce sera possible pour l'un seulement de ces multiples auteurs de prendre ce qui a été créé et d'en faire une autre exploitation. L'exemple, c'est Linux. Linux, personne, même pas Linus Torvald, qui est l'initiateur du projet, personne ne peut dire « je prends Linux et je vais l'exploiter de manière commerciale sans repartager les améliorations que je lui ai apportées ». Personne ne peut le faire parce qu'il y a des milliers d'auteurs, de titulaires de droits, qui tous ont accepté d'apporter leur contribution sous cette licence, qui est la licence GPL. Donc le seul cadre d'exploitation de cette œuvre de collaboration, collaborative, tout ce que vous voulez d'un point de vue purement juridique, c'est la licence GPL que tout le monde a acceptée pour ses propres contributions. Donc il y a deux types de licences, je l'ai dit, permissive et copyleft. La grosse différence, ça va être dans les licences copyleft, cette nécessité de partager sous les mêmes termes. Et peut-être pour donner un peu de détails, dans les licences copyleft, il y a plusieurs grades, je dirais. C'est-à-dire que vous allez avoir des licences qui vont dire, dès lors que vous apportez une fonctionnalité complémentaire à un projet initial qui est sous licence, en l'occurrence la GNU GPL, alors ça sera considéré comme une modification, un apport, une amélioration du logiciel vu comme un tout. Donc vous devez reverser même ces modules, même ces greffons, peu importe, ces apports supplémentaires sous la même licence. Et vous avez d'autres licences, type MPL, EPL, CDDL, il y en a beaucoup, qui vont dire, maintenant, finalement, pour la MPL, la licence qui est utilisée sur Mozilla, le critère, c'est que si vous faites une modification dans un fichier qui était initialement sous licence MPL, alors cette modification doit rester selon les mêmes termes que la licence MPL qui était auparavant associée. Si vous faites les mêmes modifications, mais que vous les faites dans d'autres fichiers, alors vous choisissez la licence que vous voulez associer à ces autres fichiers.
Donc là, c'est la licence qui va définir dans quelle mesure le caractère copyleft, je dirais le partage à l'identique, l'extension de la licence va étendre ses effets. Les types d'obligations que vous pouvez revoir, c'est des obligations, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, assez classiques. Afficher la paternité, quels sont les composants qu'on retrouve dans le logiciel, qui sont les auteurs des différents composants et quelles sont les licences associées aux différents composants. Encore une fois, vous prenez votre téléphone, j'espère Android, vous allez dans la mention légale, licence open source, et vous allez avoir une liste, mais particulièrement longue, de tous les composants et de toutes les licences de tous les composants qui sont embarqués dans ce device. C'est uniquement pour respecter la licence. Et vous avez un certain nombre d'acteurs, je pense à Skype, D-Link et autres, qui sont fait condamner parce qu'ils n'ont pas respecté ces obligations pourtant pas très gênantes, de mentionner de telle façon les licences qui sont utilisées par les composants open source sur lesquels reposent leurs produits. La clause de réciprocité et le copyleft, j'en ai parlé. Les obligations qui sont passives, j'en ai évoqué quelques-unes tout à l'heure. Utilisation du nom de l'auteur initial pour la promotion du logiciel. Il y a aussi en matière de brevets, voire de brevets logiciels, donc ça c'est aussi un peu à la mode en ce moment, je dirais, parce que ça revient à la mode plutôt. Bon, dans les licences, vous avez des dispositifs de protection en matière de brevets. De la même façon, en fait, un certain nombre d'industriels se sont dit on peut collaborer par l'open source d'une manière peut-être nouvelle, comme on n'aurait pas pu le faire dans d'autres secteurs. Le brevet logiciel, c'est un risque. On va tout simplement le traiter. Et dans les licences qu'on a utilisées pour collaborer, on rajoute une clause qui s'assure que n'importe qui bénéficie des brevets potentiels détenus par l'un des contributeurs et que si l'un de ces contributeurs potentiels est licencié du logiciel global, décide d'attaquer un autre des utilisateurs du logiciel, alors tous les brevets dont il disposait grâce à la licence tombent. Donc c'est du binaire, soit vous partagez et vous respectez les règles du jeu, soit finalement tous les autres auteurs contributeurs du projet peuvent à leur tour utiliser leur propre droit de propriété intellectuelle, brevet et droit d'auteur pour vous assigner. Et juste un élément sur l'élément déclencheur, ça aussi c'est un des points peut-être intéressants à évoquer rapidement. Chaque licence, alors, la majorité des licences ne se déclenchent, n'emportent leurs effets que si vous distribuez le logiciel. Tant que vous développez chez vous, tant que vous faites n'importe quelle combinaison de logiciels sur vos propres ordinateurs ou serveurs, ça ne pose aucune difficulté. Le jour où vous le distribuez, soit gratuitement, soit de manière commerciale, peu importe, alors celui à qui vous avez distribué le logiciel doit bénéficier de tous les droits que lui apportent les différentes licences. On a depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises, enfin, ça existait avant, mais ça a été consacré par la GNU Affero GPL, cette idée de déclenchement par le réseau. Donc maintenant, il y a des licences qui vont considérer que dès lors que vous modifiez le logiciel, que vous mettez à disposition les fonctionnalités apportées par le logiciel au travers du réseau, les personnes qui interagissent avec ce logiciel doivent avoir accès à leur tour au code source modifié que vous utilisez sur vos serveurs. Donc ça, c'est un élément déclencheur qui n'existait pas auparavant et qui maintenant commence à se répandre. La licence EUPL de la Commission européenne a ce type d'élément déclencheur. Et pour finir sur les aspects juridiques et notamment de conformité, je l'ai évoqué tout à l'heure, la force du logiciel libre, c'est de reposer sur la propriété intellectuelle. C'est tout le paradoxe initial et la raison de son succès. Si vous ne respectez pas la licence, vous êtes contrefacteur. Finalement, et les sanctions en matière de contrefaçon, généralement, on les connaît assez bien, les entreprises, les organisations les connaissent assez bien, ce qui les amène à organiser en interne des processus pour gérer l'utilisation des différents composants open source et le respect des licences associées aux 10 composants. On a un certain nombre de condamnations qui maintenant sont publiques et puis permettent d'illustrer l'aspect contraignant des licences. Bon, Free, je pourrais en parler, c'était un cas assez intéressant français. Une remarque peut-être pour atténuer ce que j'évoquais juste avant, c'est que la majorité des projets communautaires sont plus dans une discussion, dans un dialogue avec les personnes qui réutilisent les projets qu'une vraie velléité d'action. Il y a peu d'acteurs dans les communautés open source qui ne jouent pas le jeu, d'abord d'aller voir les personnes qui réutilisent les projets avant d'entamer une quelconque action. C'était globalement les sujets que je voulais évoquer, sinon je pense que c'est plus intéressant qu'on échange. Merci. Je me posais une question sur les limites des logiciels. Est-ce qu'il y a des définitions très claires? Par exemple, il me semble qu'il y a des exemples de produits sous licence GPL sur lesquels il y a des plugins propriétaires. Est-ce que, voilà, comment ça, avec la limite sur ce genre de choses?
C'est bien, parce qu'on attaque par des questions qui sont déjà pas les plus simples. Non, c'est bien. En fait, tout dépend de la dépendance qu'il va y avoir entre le logiciel qui est sous GPL et d'autres développements qui se greffent, en tout cas qui sont autour du logiciel en question. Et ça s'apprécie au regard du protocole, donc la manière dont il communique et les informations qui sont communiquées. Ça, c'est la réponse la plus simple que je puisse donner. Ensuite, les projets eux-mêmes, parfois, établissent eux-mêmes, gérer une certaine doctrine, expliquent quand est-ce que c'est possible de le faire, à quelles conditions est-il possible de le faire. Ce que fait Linux notamment. Linux, d'un point de vue pur technique et juridique, est assez détaillé ce qui était possible. Et ensuite, des projets, je pense à des CMS, que ce soit Drupal, Spip ou Joomla, tous avaient eu cette démarche d'une FAQ qui venait interpréter, qui a donné ces éléments de réponse pour favoriser les développements autour de leur projet. Bon, moi j'avais une petite question quand même sur les cas d'assignation, enfin pas d'assignation, pardon, mais de condamnation. C'était quel type de licence? Est-ce qu'il y a du GPL dedans? Oui, mais pas que. Non, là on a du GPL, on a de l'Artistic License, on a de l'Apache. Non, vraiment ça dépend des licences. Alors c'est souvent la GPL, notamment parce que c'est souvent les mêmes personnes qui ont agi, mais c'est pas seulement. Merci Benjamin pour cette première intervention, puis on te retrouvera tout à l'heure.